Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour la science de part. Juste derrière là, je suis devant les tantôt en congé. Juste derrière, vous avez 7, ma ville de naissance. Et je reviens souvent chez moi pour les congés. Ça fait toujours du bien, donc je vous montre la superbe vue. Vous avez la presqu'île de Sète. J'ai envie de vous parler là devant cet tantôt, mon lieu de naissance de Nicolas Freyss. Nicolas Freyss, c'est quelqu'un qui dit pouvoir sortir de son corps et pouvoir voir ailleurs ce qui se passe. Et France 2 l'a interrogé il y a quelques jours, enfin en tout cas l'émission est sortie il y a quelques jours, où on le voit qui devine en fait que quelqu'un met sur une place à Lyon le portrait de Frida Kahlo, sauf que là où il se trompe en fait c'est sur la couleur, et puis le journaliste nous dit que ça n'est pas grave parce qu'il a trouvé Frida Kahlo. Certains ont vu qu'il avait une montre connectée. Moi ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est le projet de recherche. C'est-à-dire, je ne suis pas zététicien, je suis un scientifique qui s'interroge sur les projets de recherche, qui veut vous montrer comment le monde de la recherche fonctionne, et qui va dire quel projet de recherche j'aurais fait moi pour regarder si cet homme-là, Nicolas Freyss, peut ou non sortir de son corps. Alors, je vous ai déjà dit, dans un projet de recherche, vous avez observation, hypothèse, modèle et contrôle. L'observation, c'est en fait ce qu'il nous dit, et c'est la même hypothèse. À savoir, ce qu'il nous dit, c'est je peux sortir de mon corps. L'hypothèse, c'est donc Nicolas Freyss peut sortir de son corps, et je veux confirmer ou infirmer cette hypothèse. Ce que je vais donc faire, c'est avoir les bons contrôles, parce que le modèle, ça ne peut être que lui-même. Ici, je peux me demander si je prends des animaux, si je prends de l'in vivo, etc., ça ne peut être que lui-même. Et ce que je veux, c'est avoir les bons contrôles, pour voir si l'expérience fonctionne, sachant que si je n'ai pas les bons modèles, si je n'ai pas les bons contrôles, alors je ne peux pas savoir si l'expérience fonctionne ou non, je ne peux rien conclure. Et c'est le problème un peu de ce reportage-là, c'est que finalement, on ne peut strictement rien conclure par rapport à ce qui nous est montré, parce qu'on n'a pas de contrôle du tout. Bien évidemment, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est resté dans la pièce pour voir qu'il ne parlait pas avec ses collègues, et encore avec un complice ou une complice, et encore il avait une montre connectée, mais on n'a aucun contrôle, ce qui fait qu'on ne peut ni valider ni invalider le fait que Nicolas Freyss puisse sortir de son corps et aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors, pour les contrôles, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux individus, et ils ne vont pas avoir les mêmes informations. Il y a un individu qui ne va strictement rien savoir, c'est-à-dire qu'il va être là sans savoir pourquoi il est là, et on va juste lui dire, voilà, qu'est-ce qu'il a pu se passer, voilà, vous avez vu un homme sortir, qu'est-ce qu'il a fait, il va répondre, essayer de répondre, et puis au hasard. Ça c'est le pur hasard en fait, c'est-à-dire qu'il va répondre, l'homme est sorti, qu'est-ce qu'il a fait, voilà, pur hasard. Et puis après il va y avoir un contrôle dit positif, donc lui qui ne sait rien c'est le contrôle négatif, il n'a aucune information. Le contrôle positif, donc là je vais voir le contrôle négatif, c'est dû au hasard ou pas. Et le contrôle positif, lui je vais lui dire, écoutez, cet homme-là sort de la pièce, il a un portrait de Nicolas, de Fredo. Je suis désolé, je ne connais pas très bien cet artiste. Il va la mettre dans une place à Lyon. Pouvez-vous déterminer dans quelle place à Lyon il l'a mise, et si quel portrait c'est? Là vous lui montrez une dizaine de portraits et vous regardez s'il détermine, et vous refaites l'expérience plusieurs fois, s'il détermine s'il a le bon portrait ou non. Ça, on va éliminer aussi un peu le hasard. Donc, contrôle positif, contrôle négatif, mais maintenant il va y avoir des conditions expérimentales. Je ne vais pas mettre les trois personnes dans les mêmes conditions expérimentales. C'est-à-dire que je vais avoir plusieurs conditions expérimentales. La première, c'est exactement celle qui est dans le reportage. Donc, ils sont dans une pièce, le bonhomme sort. Il n'y a pas de bruit plus que ça, c'est normal, on va dire. Et donc là, on va regarder un peu ce qui se passe sur les trois contrôles. Le second point, c'est une chambre asensorielle. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas, on ne sent pas, on n'entend plus, on ne voit plus, enfin complètement asensoriel. Et là, on va dire au gars, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin voilà, vous déterminez un peu ça. Et le troisième condition expérimentale, c'est avec énormément de bruit autour, des centaines de personnes qui parlent autour, de la musique forte, des bruits de l'eau, ce que vous voulez, n'importe quel bruit, mais il faut qu'il y ait beaucoup de bruit autour pour déconcentrer en fait tout le monde. Et là, vous redemandez aussi aux trois personnes en question qu'est-ce qui s'est passé, pas passé, etc. Et à ce moment-là, vous pourrez voir si cet homme-là répond toujours au juste, parce que s'il sort de son corps, c'est-à-dire s'il arrive à ce point à se concentrer dans une chambre sensorielle, avec beaucoup de bruit, dans des conditions normales, pour déterminer toujours la même chose, là vous pouvez dire, ah oui, il se passe quelque chose, surtout si les autres se sont plantés. Et le contrôle négatif se plantera, croyez-moi, et le contrôle positif, ça ne sera dû qu'au hasard. Donc si vous avez toujours la même réponse à Nicolas Freyss, c'est le contrôle positif, c'est que ça n'est dû qu'au hasard, votre histoire. Voilà, ça n'est dû qu'au hasard. La mobilette est passée, je suis désolé, mais je voulais faire la vidéo avec ça, ça n'est dû qu'au hasard. Et donc, là, vous aurez un peu la réponse à votre question. Donc, ce sont vos conditions expérimentales avec vos contrôles positifs et négatifs. Et ça, c'est important.
Et encore une fois, le modèle ici, c'est Nicolas Freyss lui-même, donc on n'est pas dans un modèle animal ou ex vivo ou in vivo, vous êtes dans ce modèle-là. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La Science te parle si ce genre de vidéo vous intéresse. Encore une fois, je vous remonte ce bel étanto chez moi, vous avez 7 qui est juste là, la presqu'île là. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de mettre en commentaire aussi ce que vous en avez pensé, comment vous auriez fait l'expérience, comment est-ce que vous auriez fait l'expérience. N'oubliez pas que vous pouvez aider financièrement la chaîne, je vous dis à bientôt, au revoir. Le sport que vous avez en haut avec les paraboles, ça c'est le sémaphore de Sète, c'est la marine nationale. C'est eux qui décident de l'entrée et la sortie des gros navires. Sans eux, aucun navire ne rentrerait ou sortirait du port. Et aussi, ils surveillent tout le littoral, du Cap d'Agde jusqu'à la Zangote. Et en contrebas, le bâtiment qui avait les vitres, contre le quai, ça c'est la criée de Sète. C'est là où est débarquée la pêche du jour par les chalutiers et les petits métiers. Tous les jours à 15 h, il y a une vanne qui s'effectue par des gros marieurs d'Espagne et d'Italie, et ensuite par des plus petits comme les restaurateurs et les halles de Sète. Donc c'est pour une poisson de plus. Voilà, maintenant on rentre dans le port de pêche. Alors il faut savoir qu'ici même, il y a 10 ans, on y comptait 35 chalutiers. Aujourd'hui, on n'en compte plus que 14. Et d'ici la fin de l'année, ils en retirent encore 6. Donc c'est pas par manque de poissons, il en reste. C'est le gasoil, vous savez que le gasoil a augmenté, donc pour les pêcheurs, le gasoil a triplé, les frais de taxes. Donc ils s'en sortent plus, ils sont obligés de se séparer de leur outil de travail. Du coup, Sète est passé second port de pêche de Méditerranée. Avant c'était les premiers, et c'est le gros du Roi qui est passé devant. Voilà. Le gros du Roi, c'est fou ça. Ensuite, les deux bateaux que vous voyez là, les mêmes, ça ce sont des catamarans. Ils pêchent le thon aussi. Mais ceux-là, ils le pêchent à la ligne avec des hameçons. Ils appellent ça un palangrier. Et cet thon-là, vous le retrouverez dans tous les marchés de France. Ça, ce sont des thons qui varient entre 20 et 80 kg. Les thons. Donc, eux aussi, ils ont des quotas respectés. Contrairement aux gros thoniers qu'il y a devant, comme je vous l'ai dit, entre 50 et 100 kg. Et ces thons-là, ils sont directement exportés au Japon, à Tokyo. Voilà, si vous voulez, à gauche, vous avez l'office du tourisme. Et un peu plus haut, l'église de Saint-Louis. C'est sympa. Donc, pour ceux qui regardent le musée à Portier,